Aujourd'hui, il existe 100 prépa talents en France hexagonale et dans les territoires ultramarins qui préparent en fait à 45 concours de catégorie A+, donc les concours de l'encadrement supérieur en fait, les concours de catégorie A et les concours de catégorie B. Les bourses qu'on peut cumuler, c'est un avantage quand même assez indéniable. L'accompagnement aussi par des tuteurs, ça permet d'avoir un vrai échange, d'un deuxième retour sur ses copies aussi. Et le concours externe spécial, donc le concours talent, pour maximiser leurs chances en fait d'être reçus et d'avoir la possibilité de réussir leur concours. Le fait d'avoir cet accompagnement par les prépa talents, ça ne va pas les freiner à passer les concours pour des raisons qui seraient externes à leur niveau. Et je pense que c'est même une chance pour l'administration, quelle qu'elle soit, de se laisser ces profils venir à elle via ces dispositifs. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. Dans cet épisode, on découvre les dispositifs mis en place par l'État pour préparer les concours, et les prépa talents et les concours talents. Deux invités m'accompagnent pour cet épisode. Yacine Seck, chef du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, et Noé Leproust-Goris, ambassadeur talent service public et préparationnaire de concours. Au-delà d'y expliquer dans une première partie les conditions d'entrée et le fonctionnement des prépa talents, on rend concret l'année de prépa dans une deuxième partie et on donne tout au long de l'épisode et surtout dans la partie 3, plein de conseils pour y accéder et réussir les concours. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous, encore plus pour cet épisode visant à informer les personnes qui pourraient être éloignées de ces dispositifs et pourtant intéressées, car ça les aidera pour se projeter. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Yacine, bonjour Noé. Salut David. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous pour parler des prépa talents. Je vais vous laisser d'abord vous présenter. Et puis bien sûr, on insistera dans une première partie sur la politique de recrutement de l'État et le dispositif des prépa talents. Et dans une deuxième partie, on parlera plus en détail de comment se déroule une année de prépa talents, avec bien sûr tous les petits conseils et comment toi tu as vécu les choses, Noé. Yacine, je t'en prie, si tu veux bien te présenter. Alors, je m'appelle Yacine, je suis une ancienne étudiante de Dauphine et de Paris 1. J'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Je suis une ancienne élève de l'IRA de Lille. Après ma formation à l'IRA, j'ai eu la chance d'occuper 4 ans des postes RH à la Caisse des dépôts et consignations. Et j'ai ensuite passé le concours interne de l'ENA, que j'ai eu la chance d'avoir. Et à l'issue de ma scolarité à l'ENA, j'occupe depuis octobre 2022 le poste de chef du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Et toi Noé ? Alors je m'appelle Noé, j'ai 24 ans, je suis étudiant dans ma deuxième année de prépa talent au sein de Sciences Po Paris et j'ai été formé après le bac, j'ai fait 5 ans à l'IEP de Bordeaux. D'accord, et qu'est-ce que tu veux faire avec les concours justement ? Parce que tu es en prépa talent, c'est quoi ton objectif derrière ? Alors j'avais déjà passé les concours l'année dernière, j'avais passé l'Institut national des études territoriales où j'avais été admissible. Je n'ai pas été admis, donc j'ai fait une deuxième année de préparation cette année. Je repasse ce concours-là, je repasse aussi l'Institut national du service public et directeur d'hôpital également. Et à côté de la prépa, je suis aussi stagiaire au département de la Seine-Saint-Denis. D'accord, très bien. Alors Yacine, que fais-tu au sein de la DGAFP ? Donc tu nous expliqueras bien sûr que veut dire ce sigle. Et qu'est-ce que fait la DGAFP tout court ? Alors la DGAFP, c'est la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. C'est une direction qui existe depuis 1945. Et en fait, la vocation de la DGAFP, c'est d'élaborer, de concevoir l'ensemble des politiques des ressources humaines pour les 5,5 millions d'agents publics. Donc ça peut être des politiques qui sont liées à la rémunération, au recrutement, aux enjeux de l'encadrement supérieur également en lien avec la DIES, la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État. Et actuellement, la DGAFP, enfin au sein de mon département, je travaille plus spécifiquement sur les enjeux qui relèvent du recrutement, de l'égalité et de la diversité, puisque je suis chef du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité. Donc j'ai une équipe qui est composée de 13 agents, que je salue d'ailleurs au passage, et on travaille sur l'ensemble de l'organisation des concours des IRA, on appuie les départements ministériels sur justement quand ils ont des questions juridiques pour essayer de concevoir des politiques en fait qui sont harmonisées pour l'ensemble des départements ministériels. On travaille également en lien avec la Direction générale des collectivités locales, la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS, pour les 2 autres versants de la fonction publique.
Et ce que j'apprécie particulièrement dans mon poste, c'est bien évidemment les politiques qui sont portées. On en parlera peut-être plus en avant tout à l'heure. Mais c'est aussi qu'on est en lien avec en fait, vraiment une pluralité d'acteurs, donc des associations, comme l'Accordé, des territoires aux grandes écoles, Chemin d'avenir, article 1. On est bien évidemment, comme je l'ai dit, en lien avec les départements ministériels. On travaille aussi, bien évidemment, dans le cadre d'un dialogue social exigeant avec les partenaires sociaux. On travaille avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, avec la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et au sein de mon département, donc on travaille sur des sujets qui sont hyper intéressants, les politiques de recrutement, bien évidemment compte tenu du contexte d'attractivité aujourd'hui au sein de la fonction publique. On travaille également sur les enjeux qui relèvent de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La lutte contre les discriminations, les politiques à destination des jeunes, l'égalité des chances, l'inclusion des agents en situation de handicap, le mentorat. Donc, c'est des dossiers qui sont passionnants et je suis ravie de travailler au sein de mon département. Parfait, ça convient tout à fait à Ambition Publique parce que le but de ce podcast, c'est aussi quand même l'attractivité, bien sûr, de la fonction publique et de renseigner sur les concours. Donc, je suis ravi d'accueillir la DGAFP sur ce podcast pour nous parler un petit peu de cette politique nationale, de cette politique interversant, puisque tu as bien dit que c'était à la fois pour la FPE, fonction publique État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Et alors après ce panorama très complet de ce que fait la DGAFP et plus particulièrement toi sur ton poste, il y a une politique en particulier, bien sûr, que tu assures depuis 2 ans, depuis que tu es sur ton poste, dont j'ai envie que l'on parle aujourd'hui sur ce podcast, c'est les classes prépa talent. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, l'origine de cette réforme, à quoi ça fait référence ? Alors, les prépa talents, en fait, ont été annoncés par le président de la République en 2021. Si on revient sur la genèse, il existait auparavant des CPI, les classes préparatoires intégrées, qui sont les ancêtres des classes prépa talents. Mais le président de la République a souhaité en 2021, dans un contexte que l'on connaît, de vouloir afficher une volonté de diversifier la haute fonction publique et les recrutements dans la haute fonction publique, mais également de lutter contre un phénomène d'autocensure pour les jeunes. Donc c'est dans ce contexte-là en fait qu'ont été mises en place les prépa talents en 2021. Et les prépa talents, qu'est-ce que c'est plus spécifiquement ? En fait, ce sont des formations qui sont destinées aux étudiants boursiers ou aux demandeurs d'emploi pour leur permettre de préparer des concours dans les meilleures conditions possibles durant 1 an. Ça a de nombreux avantages et Noé y reviendra sûrement. Et au sein de la DGAFP, donc comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, en fait, on pilote le dispositif des prépa talents. Aujourd'hui, il existe 100 prépa talents en France hexagonale et dans les territoires ultramarins qui préparent en fait à 45 concours de catégorie A+, donc les concours de l'encadrement supérieur en fait, les concours de catégorie A et les concours de catégorie B. Donc ça prépare à des concours aussi variés que commissaire de police, contrôleur des finances publiques, le concours de l'INSP, le concours de l'Institut national des études territoriales dont Noé parlait tout à l'heure. Voilà, des concours ultra variés, des responsables pédagogiques qui sont hyper impliqués, très engagés sur ce sujet-là des prépa talents et qui font vraiment vivre le dispositif au quotidien. Donc là aussi, je les salue et je les remercie pour leur engagement. Et aujourd'hui, il y a 2000 places au sein des prépa talents qui sont ouvertes et il va y avoir de nouvelles ouvertures à la rentrée prochaine. D'accord, donc 100 prépa talents aujourd'hui, elles sont où en fait ? Elles sont adossées à l'université, je pense par exemple à l'Institut de préparation à l'administration générale, qui sont vraiment des structures qui sont spécialisées sur la préparation des concours dans chaque université. Comment se structurent ces classes prépa talents ? Les prépa talents, en fait, elles sont adossées à la fois à des écoles de service public, comme l'Institut national du service public, donc l'ancienne ENA, ou à des universités au sein des IPAG et des CEPAG. Donc tu as deux volets pour les prépa talents, soit adossés, comme je viens de le dire, aux écoles de service public, soit aux universités. Et aujourd'hui, en fait, l'ensemble des écoles de service public disposent de prépa talents. On peut aussi prendre l'exemple des IRA, qui disposent en fait chacune de prépa talents, qui sont adossées à ces écoles et qui ont d'ailleurs de très bons résultats. Et dans les universités, on a des responsables pédagogiques qui communiquent sur le dispositif des prépa talents pour orienter des étudiants méritants et boursiers vers les concours de la fonction publique. Puisque comme je te l'indiquais tout à l'heure, on a un vrai enjeu aujourd'hui autour de l'attractivité, de connaissance des métiers de la fonction publique. Donc c'est très important aussi de compter sur leur engagement. Et donc toi, Noé, tu as fait ta classe prépa talent, où ça ? Alors moi, j'en ai fait 2. La première au sein de ma formation initiale au sein de l'IEP de Bordeaux. Donc c'était une formule assez mixte, parce que je validais à la fois mon master et c'était une partie de la classe qui était labellisée prépa talent, ce qui permettait d'avoir un accompagnement particulier dont on reparlera tout à l'heure.
Et cette année, au sein de Sciences Po Paris, c'est vraiment une classe au sens propre du terme, vraiment à part, où on a une formation spécifique qui est là non liée à la préparation d'un diplôme. Et qui s'ajoute à la préparation de droit commun que Sciences Po Paris propose à ses étudiants. Et donc toi, tu as des cours supplémentaires, tu as un format... Tout à fait, c'est-à-dire que les amphis, globalement, on suit les mêmes cours magistraux que les autres étudiants de la préparation. Et en revanche, la différence, elle se fait au sein des TD, des confs de méthode, selon l'appellation, dans lequel on est vraiment en format réduit, avec 1 ou 2 intervenants, ce qui permet d'avoir un échange vraiment personnel et proche avec les professionnels de la fonction publique. Ok, très bien. Et effectivement, on reviendra plus en détail dans la partie 2 sur toi, comment tu as vécu ces années de prépa. Pour qu'on dresse le panorama et le fonctionnement des classes prépa talent, donc qui peut y rentrer? Alors, qui est éligible? Les étudiants boursiers, donc les conditions de ressources, et les demandeurs d'emploi. C'est ces 2 publics-là en fait, qui sont visés par le dispositif des prépa talents. Après, en fait, comment s'opère la sélection? Les étudiants sont sélectionnés par un dossier, CV, lettre de motivation. Et s'ils passent la première étape de sélection, ils ont ensuite un entretien avec une commission de sélection qui décide ou non s'ils ont le parcours qui permet en fait de réussir des concours administratifs, la motivation. On juge également de leur potentiel, tu vois, pour préparer les concours. On se base sur les notes précédentes, on se base sur les stages effectués, c'est ça? Oui, voilà, il faut avoir un bon dossier, donc de bons résultats tout au long de sa scolarité dès après le bac. Et les stages effectués, donc des stages dans l'administration. Bien évidemment, les stages en dehors sont aussi valorisés. Ce qui est valorisé également, ce sont les expériences associatives, les centres d'intérêt, les voyages. Enfin, en fait, on essaye de recruter, en tout cas les responsables pédagogiques au sein des prépa talents essayent de recruter des candidats qui ont un potentiel en fonction du concours préparé, de futurs fonctionnaires, qui leur permet en fait d'exercer leur mission de la manière la plus efficace possible et qui ont des idées opérationnelles pour faire bouger les choses dans la fonction publique. Ouais. C'est surtout pour des concours externes? Alors oui, les prépa talents, en fait, ce sont des préparations qui permettent de préparer les concours externes. Si bien évidemment des demandeurs d'emploi ont 4 ans d'ancienneté, puisque en général c'est quand même la moyenne qu'il faut avoir pour préparer des concours internes, si les demandeurs d'emploi ont 4 ans d'ancienneté, ils peuvent bien évidemment passer des concours internes. Mais comme les prépa talents vise en majorité des étudiants qui sortent des études, ça prépare au concours externe. Pour te donner une information sur le chiffre des demandeurs d'emploi au sein des prépa talents, ça représente 20% en fait du public au sein des prépa talents. Alors si on remplit ces conditions, ou en tout cas qu'on va les remplir, comment on se renseigne sur l'existence de prépa talent autour de chez soi? Alors moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par les prépa talents à se rendre sur le portail de la fonction publique, où en fait, tu as toutes les informations sur les prépa talents. Il y a notamment une cartographie des prépa talents qui permet de connaître la localisation des prépa talents, les concours préparés, les conditions. Le dossier de candidature également est précisé. Donc ce sont des informations indispensables qui permettent, en fonction du lieu de résidence ou de la volonté de passer tel ou tel concours, de s'informer sur les conditions requises et les modalités de sélection. Et en général, on postule à partir de quand? Quel est le calendrier de ces classes prépa talents? Alors pour la campagne d'inscription, c'est variable en fonction des prépa talents, mais en général, ça commence plutôt à partir du mois de mars jusqu'à fin juin. Alors une fois qu'on est dans cette classe prépa talent, quels sont les avantages? Quel est ce cadre un petit peu de préparation idéal? Les avantages des prépa talents, c'est tout d'abord la gratuité de la formation. C'est la possibilité de bénéficier d'un tutorat par un ancien élève d'une école de service public en fonction du concours visé, qui donne des conseils personnalisés, à la fois sur la manière de se préparer aux épreuves, mais aussi sur les conditions dans lesquelles en fait, on doit s'entraîner et des conseils aussi sur comment vivre son année de préparation. Un accompagnement pour le logement et pour la restauration via les Crous aussi. Et puis dans certaines prépa talents, il peut y avoir également la mise à disposition d'un matériel informatique. Et ce qui est aussi très important, c'est une bourse de 4 000 € par an qui est destinée aux étudiants et aux demandeurs d'emploi pour préparer les concours et avoir un financement dédié. En plus de leur bourse dont ils sont déjà bénéficiaires. D'accord. Et alors Noé, avec tous ces avantages, est-ce que c'était vraiment confortable pour toi cette année à Bordeaux puis maintenant à Paris? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que les bourses qu'on peut cumuler, c'est un avantage quand même assez indéniable. L'accompagnement aussi par des tuteurs, ça permet d'avoir un vrai échange, d'un deuxième retour sur ses copies aussi, tout simplement, d'avoir des conseils, c'est du coaching, du mentorat, tel que ça existe.
Et enfin, je sais que dans certaines prépa talents, l'avantage, c'est que vraiment chaque université s'arrange un petit peu en fonction des moyens dont elle dispose. Dans certaines écoles de service public, il y a des prépa talents qui sont même logés sur place. J'ai un ami qui est à l'école des commissaires de police et le matin, il va courir avec les prépa talents. Ça leur permet concrètement de s'entraîner pour les épreuves et d'acquérir, je pense aussi, une certaine mentalité qui est liée au concours qu'on passe et qui est assez important, notamment au moment des oraux. On prend tout ce qu'il y a à apprendre sur la culture administrative, sur la culture du bâtiment et de la future école. Tout à fait. D'accord, on y voit plus clair sur ces conditions matérielles. À côté de ces prépa talents, il y a aussi les concours talents. De quoi il s'agit, Yacine ? Alors en fait, les concours talents, c'est ce qu'on appelle les concours externes spéciaux. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants qui sont en prépa talents peuvent préparer les concours des écoles de service public et avoir une voie dédiée pour réussir ces écoles. Donc en fait, tu as des places réservées pour les étudiants des prépa talents pour 5 écoles de service public. L'Institut national du service public, l'INSP, l'Institut national des études territoriales, l'INET, l'École des hautes études en santé publique, l'EHESP, l'École nationale de l'administration pénitentiaire, ENAP, et enfin l'École nationale supérieure de la police. Donc ça te permet en fait, ces 5 concours talents, d'avoir en fait une possibilité supplémentaire de réussir les concours de ces 5 écoles-là avec des places réservées dédiées pour les personnes qui ont suivi en fait une formation en prépa talent. Donc c'est une voie d'accès supplémentaire, en plus de la voie d'accès de droit commun que tous les candidats passent. Oui, exactement. Et en fait, ça permet de diversifier davantage la haute fonction publique, puisque en fait, ce qu'on souhaite au sein de la DGAFP, ce qu'on porte, et d'ailleurs j'y crois à titre personnel, c'est vraiment de diversifier les profils au sein de la haute fonction publique, puisqu'on sait que les organisations qui sont les plus diverses sont les plus efficaces. Ça permet d'avoir en fait des regards différents, de se poser des questions qu'on n'a pas forcément en fait en tête nous-mêmes. Donc les concours talents, en fait, ça permet aussi de recruter une haute fonction publique qui représente la France que l'on sert. Et alors, est-ce qu'il y a des nouvelles classes prépa talents pour l'année 2024-2025 ? Oui, bonne nouvelle, il va y avoir 3 ouvertures de nouvelles prépa talents dès le mois de septembre 2024. Donc une prépa talent qui va ouvrir dans les quartiers nord de Marseille, une prépa talent à Mayotte et une prépa talent en Guyane. Et ce que j'aime aussi vraiment moi dans mon travail au quotidien, c'est que j'ai aussi la chance de me déplacer sur le terrain, puisque tu sais, on dit souvent qu'en administration centrale, on peut être un peu coupé des réalités. Pas forcément. En tout cas, moi, j'essaye de le faire. J'ai pu me rendre à Marseille, dans les quartiers nord, pour justement visiter les locaux du campus connecté, qui va abriter la nouvelle prépa talent. Et en fait, c'est vraiment un lieu super, que j'ai trouvé super accueillant, avec des responsables hyper engagée. Et cette prépa talent à Marseille, elle permettra de former 10 étudiants ou demandeurs d'emploi pour préparer des concours de catégorie A des ministères économiques et financiers, inspecteur des finances publiques, inspecteur des douanes, et de préparer aussi les concours des IRA. J'ai beaucoup aimé, moi, tu vois, travailler sur ce projet de prépa talent dans les quartiers nord. C'était une annonce du président de la République. Le président l'avait annoncé le 26 juin dernier. C'est en fait une mesure qui s'inscrit dans le cadre du plan Marseille en grand et qui a vraiment vocation à diversifier la fonction publique et à montrer aussi que même si on vient des quartiers nord de Marseille, on peut intégrer la fonction publique et avoir des parcours de carrière hyper exigeants, ambitieux dans la fonction publique. Et j'ai d'ailleurs rencontré des étudiants marseillais qui étaient enchantés de ce projet, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et de manière plus générale, avant de basculer sur la partie 2 et de revenir encore plus en détail sur le déroulement des classes prépa talent, la politique de recrutement de ton bureau, quels sont les autres enjeux, quelles sont les autres politiques que tu mènes ? Alors sur les politiques de recrutement, comme indiqué tout à l'heure, l'enjeu premier, c'est l'attractivité de la fonction publique, c'est la connaissance des métiers de la fonction publique, la connaissance des voies d'accès de la fonction publique. Donc au sein du département, ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est d'informer en fait les jeunes via notre présence dans les salons. Et Noé pourra d'ailleurs en témoigner puisqu'il a été un ambassadeur de talent lors du dernier salon national Choisir le service public, où je crois que tu étais présent aussi, David. C'est également en fait moderniser les concours
pour justement éviter en fait d'avoir, enfin en tout cas en termes de perception, que les jeunes considèrent que les concours sont inaccessibles. On essaye vraiment, et c'est vraiment porté à haut niveau, de davantage en fait professionnaliser les épreuves, de les rendre plus opérationnelles, de tester davantage les savoir-être et les savoir-faire des candidats plutôt que leurs connaissances académiques, pour que ce soit en fait les fonctionnaires les plus méritants, les plus motivés qui réussissent les concours et les plus aptes à occuper des fonctions qui leur permettent de servir l'intérêt général. Effectivement, je confirme, Ambition Publique était bien présent au salon du Choisir le service public, et c'était assez intéressant parce qu'il y avait une grande diversité de personnes qui venaient prendre des renseignements. Et en fait, oui, tu as raison. Et puis, ce qu'on a souhaité porter aussi dans le cadre de ce salon, c'est que la fonction publique, c'est pas... en fait, c'est une fonction publique qui est moderne. On a aussi un peu souvent l'image d'une fonction publique un peu vieillotte, ancienne. La fonction publique, aujourd'hui, c'est plus de 1000 métiers. C'est des métiers dans la transition numérique, dans la transition écologique, dans la communication, des métiers de juriste. Donc, en fait, je pense que chacun peut y trouver vraiment, peut y trouver son compte en fonction de son domaine d'appétence, de ses goûts. Et comme aujourd'hui, on souhaite vraiment recruter tous ceux qui souhaitent s'engager en faveur de l'intérêt général, je me permets de profiter de ce podcast pour indiquer que le site Choisir le service public recense toutes les offres d'emploi dans la fonction publique, que c'est une mine d'informations qui permet de sélectionner en fonction de son lieu géographique les postes qui peuvent être intéressants en fonction de la catégorie. Donc, en tout cas, c'est ce que je souhaitais souligner à cette occasion. Et ça va de pair aussi avec le développement de la voie contractuelle dans la fonction publique. Oui, on peut en effet rejoindre la fonction publique en étant contractuel. Le concours est le moyen d'accès classique, mais il est possible aujourd'hui, après ces études, d'intégrer la fonction publique par la voie contractuelle. Sur cette belle note positive, Choisir le service public, on va pouvoir basculer dans la partie 2 avec Noé pour évoquer plus en détail les classes prépa talent et comment ça s'est déroulé pour toi, Noé. Partie 2 sur la vie en classe prépa talent. Noé, tu t'es présenté déjà au tout début de l'épisode, mais je ne t'ai pas mentionné, tu es ambassadeur talent du service public. En quoi ça consiste ? Alors effectivement, c'est un grand nom, mais tout simplement, comment j'en suis un peu arrivé là, c'est-à-dire que j'avais fait une première année de prépa talent, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à l'issue de ça, j'ai été invité par la DGAFP et l'équipe de Yacine à participer à un groupe de travail dans lequel on revenait un petit peu sur comment on avait vécu la prépa talent, qu'est-ce qu'on avait aimé, qu'est-ce qui était vraiment utile, et ce qui était aussi des propositions d'amélioration par rapport à notre vécu. Et je pense que l'ambassadeur talent, c'était la suite de ce groupe de travail. Et ce qui était bien, c'est qu'on puisse à la fois participer à la réflexion de la DGAFP sur ce cadre de ce que c'est les prépa talents, mais aussi pouvoir échanger et faire la promotion, c'est la deuxième partie de la mission d'ambassadeur prépa talent, sur ces concours. Effectivement, c'est assez récent, donc ce n'est pas toujours très bien connu. Et l'idée, c'est justement de diversifier les profils et d'aller chercher des gens qui ne passeraient pas ces concours pour des motifs souvent matériels ou dire qu'ils n'ont peut-être pas la capacité. Et c'est ça qui a été aussi utile. Et donc, c'est aussi de faire la promotion des prépa talents. Pendant la période des oraux, par exemple, au niveau du printemps, j'ai pu faire passer des oraux à des élèves qui se présentent pour des prépa talents. Effectivement, dans le processus de recrutement, il y a une partie dossier, comme l'a dit Yacine tout à l'heure, et il y a souvent un oral qui vient confirmer la motivation des candidats. Donc c'est aussi ça, non seulement à titre personnel, mais d'autant plus aujourd'hui comme ambassadeur, que j'ai pu participer à ces oraux et donner des conseils selon mon vécu et ce que je connais un petit peu des prépa talents pour que le jour J ils soient vraiment les plus près possibles. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que je suis avec mon équipe hyper soucieuse, tu vois, d'associer les publics bénéficiaires aux politiques qu'on porte. Et donc, dans le cadre des groupes de travail qu'on a mis en place, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés avec Noé, il ressortait des groupes de travail qui avaient des efforts à faire en termes de communication pour mieux faire connaître les prépa talents. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a proposé la mise en place d'un réseau et d'un vivier d'ambassadeurs pour faire connaître le dispositif. Donc, Noé est un brillant ambassadeur et permet de mieux le faire connaître. On s'est rendu compte en fait que la plupart des étudiants en fait entendus dans le cadre des groupes de travail, qui étaient vraiment représentatifs de l'ensemble des prépa talents en France, ont eu connaissance
des prépa talents via le bouche à oreille. Et dans ce cadre-là, on s'est dit qu'en fait, des ambassadeurs pouvaient justement mieux faire connaître le dispositif sur leurs propres réseaux sociaux, via leur présence à des salons, et par exemple dans le cadre d'un podcast, Ambition publique. Donc vraiment, l'idée, c'est de préparer des étudiants qui sont potentiellement intéressés pour bénéficier des prépa talents, informer sur les réseaux sociaux, des campagnes d'inscription. Mais aussi avoir le rôle de parcours inspirant, de portrait. Exactement. Et de pair à pair, puisque aussi on est sur des catégories d'âge qui sont similaires aux personnes qui passent les concours. Donc ça aussi, ça doit faciliter ce mentorat, ces conseils. Oui, effectivement, c'est plus facile, je pense, d'être quelqu'un qui est encore dans les concours, qui prépare les concours. On est peut-être plus au fait de se rendre compte justement de ce que ça représente. En tant qu'étudiant, on était, moi, il y a 2 ans, pour certains l'année dernière, encore des étudiants qui se posaient la question, qui ne connaissaient pas forcément le dispositif. Donc c'est toujours plus facile, en effet, de discuter entre étudiants. Ça m'est beaucoup arrivé lors de rencontres, d'amis, de parler des concours, des dispositions telles qu'elles existent. Et je pense effectivement c'est aujourd'hui le plus efficace. La campagne la plus efficace, finalement, ça reste l'interaction humaine. Et alors Noé, tu nous disais tout à l'heure que tu as commencé d'abord à la classe prépa talent au sein de l'IUP de Bordeaux. Comment tu as vécu cette année de préparation ? Je dirais un terme, c'était un peu paradoxal, parce qu'en effet, c'est une année de prépa qui est très intense, où il faut tenir sur la durée. Mais d'un autre côté, j'avais entendu, j'ai jamais fait de classe préparation, classe prépa, comme on dit aux grandes écoles, avant ma formation. Et donc, c'était l'occasion d'avoir une formation intense au sein d'une classe assez refermée. On se sentait très, très bien, une très bonne ambiance, être très soudés. Et je dirais, c'est surtout, ça permet d'apprendre énormément dans ce cadre-là sur le fonctionnement de l'État, des collectivités. Et je crois que j'ai jamais autant appris en 1 an que durant le reste de ma scolarité. Pour rendre ça un peu plus concret, ça veut dire que tu travaillais combien de temps par semaine ? Raconte-nous un petit peu la semaine type. Tu parles aussi d'une classe un peu fermée, mais dans le sens, un microcosme en tout cas, qui se serre les coudes et qui... vous étiez combien ? Le profil de tes camarades ? Et peut-être aussi s'il y en a qui ont réussi les concours dès la première année ? Oui, alors pour revenir sur mon expérience tout à fait personnelle, effectivement, c'est des semaines assez longues. Peut-être qu'au début, j'aurais tendance à travailler trop et j'ai dû me restreindre par la suite parce que le sommeil, ça reste assez important. Et néanmoins, effectivement, ce côté très familial qu'on avait à Bordeaux était un avantage. On était une quinzaine dans ma classe. Un tiers environ était prépa talent. Et ça nous permettait quand même de nous soutenir de manière sur la durée. Après les concours blancs, souvent, on se retrouvait. Les concours blancs, c'est le moment où on passe les épreuves pour s'entraîner, tout simplement, au sein de la préparation. Et après, on se retrouvait souvent pour faire un dîner. On faisait un barbecue chez quelqu'un qui avait une maison à Bordeaux. Et donc voilà, il y a toujours une très bonne ambiance. On est toujours en lien aujourd'hui pour ceux qui ont réussi les concours. C'est-à-dire qu'au sein de ma prépa, il y en a 3 qui sont rentrés à l'INSP, un en externe, un en interne et un en 3e concours. Et un autre qui est parti comme directeur d'hôpital. Et voilà, ça me permet en tout cas, moi, cette année, c'est des gens qui sont devenus des amis, hein, malgré la différence d'âge, c'était assez amusant. D'avoir un retour sur leur expérience, comment ils vivent leur scolarité aussi. Je crois que c'est assez important de se rendre compte aujourd'hui, alors que les écoles du service public évoluent et se professionnalisent, comment ils sont formés, ce qu'ils apprennent, et ça nous permet de nous projeter, évidemment, au-delà de la formation de ces écoles d'application. Et de se dire aussi que c'est possible et donc d'avoir une dose de motivation supplémentaire pour cette 2e année de préparation au concours, d'aller chercher ces derniers points peut-être qui t'ont manqué. Tu parlais d'être admissible à l'INET. Comment ça s'est passé ce concours ? Oui, effectivement, je pense que c'est une chance de pouvoir faire 2 années de préparation. Quand on regarde les statistiques, la plupart des gens le passent au bout de 2 ans et ont un concours souvent au bout de 2 ans. Dans mon cas, on était 2 à être admissibles à l'INET l'année dernière. Et donc, il a fallu venir à Paris pour passer les oraux. Ça s'est passé sur 2 jours, 5 oraux. Donc, c'était assez intense. Et on se rend compte parfois, effectivement, de la différence avec les autres candidats. Quand on se retrouve, il y a beaucoup de candidats qui sont de Paris et qui ont été formés à Paris. Et ils sont parfois plus âgés. Donc, c'est des points qui ont pu me manquer ensuite dans les échanges avec le jury. Une professionnalisation qui est très importante. C'est quasiment un entretien quand on passe ce type d'examen. Et j'ai souhaité revenir justement sur ce qui m'avait manqué. Et cette année, je suis en stage au département de la Seine-Saint-Denis pour 6 mois auprès de la directrice des finances. Ça m'aide vraiment quand je fais mes copies et je me projette, j'espère, à l'oral à l'automne 2024
pour se mettre en situation, avoir des échanges avec les autres directions, avec la direction générale. C'est vraiment quelque chose de concret qui, aujourd'hui, est permis dans le cadre de ces prépa talents, faire des stages à côté, qui renforcent chaque candidat et renforcent aussi leurs compétences professionnelles. Oui, parce que ce que tu décris, c'est que tu penses, ton ressenti, c'est que tu as manqué de maturité professionnelle, de maturité, de culture administrative peut-être. Et donc, à l'occasion de cette deuxième année de préparation au concours, tu lèves un peu le pied sur les révisions classiques des écrits et tu vas prendre de l'expérience, tu vas chercher de l'expérience côté professionnel en faisant un stage de 6 mois. Alors déjà, comment on peut redoubler une année de préparation concours? Est-ce que c'est automatique? Tu as un droit acquis à pouvoir doubler cette année de préparation au concours, ou tu dois justifier à nouveau d'un intérêt pour les concours et tu repasses un entretien? Alors je dirais la deuxième année, ça dépend du projet qu'on décide d'avoir. Pour moi, ça a été de candidater à une autre prépa talent à Paris pour avoir un complément de formation, une autre approche. Donc là, je suis repassé par le processus de sélection dans classe des prépa talents. Mais il est aussi possible de redoubler en quelque sorte au sein des prépa talents. Et là, dans ce cas-là, c'est une négociation entre l'étudiant et son encadrement pédagogique pour retenter une nouvelle fois les concours. Et alors à Paris, comment c'est? Bah, c'est tout à fait différent sur ce cadre familial dont je parlais qu'on avait à Bordeaux. Paris, on est un peu plongé dans le grand bain à la fois au niveau de la ville et de la préparation. Mais néanmoins, les prépa talents, je pense que ça reste quand même ce cadre familial. Dans ma classe, on est une trentaine. Et quand il y a les interventions en TD, on reste, selon les jours, on reste voilà, une vingtaine. C'est la possibilité d'échanger entre nous, de se retrouver, travailler ensemble aussi. C'est quand même important lors des nombreuses heures qu'on passe à la bibliothèque universitaire. Et c'est aussi un lien fort qui se crée, je pense, puisque effectivement, on a aussi conscience qu'on a la chance d'être dans ce type de prépa, on a un accompagnement qui est assez important. Et je trouve que cette forme on peut être redevable envers ce dont on bénéficie, et ça se matérialise par une implication vraiment forte de chacun avec la volonté de réussir, et qui est aussi accompagnée par des conseils personnalisés qu'on a de nos professeurs, nos intervenants et aussi de nos mentors évidemment. Cette fois-ci, plutôt un groupe de 30 personnes. Quel est le profil un petit peu de tes camarades aujourd'hui à Sciences Po Paris? Alors pour la totalité, ils sont étudiants ils sont sur leur fin d'année d'études. Certains ont étudié dans les universités parisiennes, à Nanterre, à la Sorbonne. Certains ont eu des formations dans les IEP en région, à Bordeaux comme moi. Il y en a qui viennent de l'IEP de Lille, de Strasbourg. Et il y a quelques candidats aussi qui étaient étudiants, qui ont choisi de travailler une année ou deux et qui sont revenus ensuite pour préparer les concours. Donc, ils ne remplissaient pas les conditions pour être internes, mais ils pouvaient se réinscrire en tant qu'étudiants et revenir dans ce cadre plus académique pour permettre de passer les concours. Mais alors, est-ce que tu aurais pu suivre une prépa normale si ce dispositif n'existait pas? Comment t'envisageais un petit peu tes études, ta préparation au concours quand tu étais en première année à Sciences Po Bordeaux, parce qu'à cette époque-là, ça ne devait pas exister. Comment tu envisageais cette préparation au concours dès le stade peut-être de la première année? Alors, je dois dire que dès la première année, j'avais pas forcément envie de passer les concours. Effectivement, j'en entendais parler de cette espèce de secte bizarre au sein de l'IEP, de gens qui étaient enfermés à la BU et qui travaillaient longuement. Mais c'est plutôt, disons que les concours, on les passe parce c'est les métiers qui nous intéressent derrière. C'est pas pour le plaisir de passer les concours. Je pense que c'est plutôt les carrières qui s'ouvrent derrière. Et effectivement, après, j'ai entendu parler de ce dispositif prépa talent. La première année où il a été ouvert, il y a un des élèves de la préparation de Bordeaux qui a été admis à l'INSP, qui vient de sortir, qui a pris son poste à la rentrée 2023. Et par la suite, effectivement, les conditions qui étaient permises par la prépa talent, je dirais que ça m'a surtout permis de faire une deuxième année. En effet, une première année, c'est dans la suite de mon cursus, d'avoir été soutenu financièrement. Mais ça m'a surtout permis de me dire, si jamais je ne les ai pas cette année, j'aurais la possibilité de faire... j'avais un plan B assuré derrière, soit de faire une deuxième année à Bordeaux, soit d'aller dans une autre prépa, dans une autre université, un autre établissement. Et après, ça s'est confirmé aussi, puisque en arrivant à Paris, effectivement, j'étais admissible au même titre que d'autres élèves de la prépa talent de Sciences Po Paris. Et parmi ces élèves, il y en a qui ont été admis à la fois à l'INET et à l'INSP.
Donc, je me suis dit effectivement que c'était dans un cadre tout à fait propice pour préparer les concours. Et petite anecdote aussi en lien avec Bordeaux, j'ai une camarade de promotion et une amie qui est passé le concours de l'École nationale de la magistrature. Non seulement elle a été reçue, mais en plus, elle a fini première. Donc, comme quoi, prépa talent et excellence, c'est tout à fait compatible. Ah oui, d'accord, ça pose un petit peu les bases. Majorer le concours de l'ENM, alors qu'il y a 300 personnes reçues quasiment à peu près, en fonction des années, ça pose les bases. Et comme quoi, ce n'est pas seulement une question de niveau, ça dépend tout à fait des profils des candidats. Mais pour elle, c'était quand même un cadre qui la rassurait. Ça lui permettait de ne pas avoir à travailler à côté. C'est essentiellement ça, je pense, l'esprit de la bourse. Comme beaucoup, on a travaillé pendant nos années étudiantes. Le fait de se dégager du temps pour réviser, travailler, avoir l'esprit tranquille, effectivement, c'est une somme qui est quand même conséquente. Et si possible, parfois, on est logé dans des logements crous. Donc, c'est quand même être assuré d'avoir un cadre stable durant la préparation aux années de concours. Mais effectivement, ça n'a pas forcément de lien avec le niveau scolaire et académique. Il y a des très bons élèves qui, juste le fait d'avoir cet accompagnement par les prépa talents, ça ne va pas les freiner à passer les concours pour des raisons qui seraient externes à leur niveau. Et je pense que c'est même une chance pour l'administration, quelle qu'elle soit, de se laisser ces profils venir à elle via ces dispositifs. Et on sait aussi à quel point c'est important d'avoir ce plan B, de dire ok, je pourrais doubler mon année de préparation, parce que c'est effectivement très exigeant en une année de rattraper peut-être un niveau, ou en tout cas d'arriver à être admissible puis admis, et donc d'avoir cette solution de repli qui est de doubler une année de préparation. C'est un côté quand même très rassurant. Et alors, question un petit peu évidente, après ces 2 années, est-ce que tu recommandes ce dispositif ? Bah oui, évidemment, je peux que pousser chacun à aller voir ce que c'est une prépa talent, discuter avec des élèves, des étudiants qui sont passés par là et tenter leur chance, oui. C'était bien sûr une question évidente, je l'ai précisé. Est-ce qu'il existe un réseau des anciens élèves des classes prépa talent, une plateforme qui permet de mettre en relation peut-être des personnes qui cherchent de l'information avec directement des mentors, alors même qu'on ne fait pas partie du dispositif encore ? Ben pour moi, c'est passé par, comme beaucoup de monde, je dis, c'est passé par LinkedIn, tout simplement. Quand j'ai candidaté à Paris, j'ai tapé tout simplement sur LinkedIn prépa talent Sciences Po Paris et je suis allé voir ceux qui étaient dans cette prépa talent. Pour beaucoup, souvent, c'est affiché ou ils peuvent aller voir. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça et d'aller échanger directement. C'est comme ça que moi, j'ai pu trouver des informations, avoir des conseils. Comme d'autres cherchent un emploi ou des stages, je pense que c'est un bon moyen d'échanger avec les premiers concernés. Et alors toi, Yacine, côté DGAFP, est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu plus d'informations sur ces autres ambassadeurs talents du service public et peut-être même quelques histoires croustillantes que tu as pu entendre de personnes qui sont passées par ces classes prépa talents et qui ont réussi des concours ? Je vais me faire alors la porte-parole des ambassadeurs talents. Les ambassadeurs représentent la totalité des concours préparés, donc 45 concours préparés, je le rappelle. On a bien évidemment des ambassadeurs qui préparent les concours de l'encadrement supérieur, comme Noé. J'ai d'ailleurs certains de mes étudiants, puisque je suis chargée d'enseignement à l'INSP en prépa talent, qui sont des ambassadeurs. On a aussi des ambassadeurs qui préparent les concours de catégorie B, par exemple Océane Richet qui prépare le concours de contrôleur des finances publiques. Des ambassadeurs qui sont aussi dans les territoires ultramarins, pour aller sur le terrain et informer les étudiants que ça existe, que c'est possible. Et sur des anecdotes croustillantes, en fait, ce que je peux te dire, c'est que ce qui est hyper intéressant, c'est que la majorité des étudiants qui préparent les concours en prépa talent et qui ensuite réussissent et sont élèves en école de service public choisissent, quand ils ont des mémoires à rédiger sur des politiques publiques, des sujets en relation avec l'égalité des chances et avec les prépa talents. Et j'ai 3 personnes en tête qui en fait, ont rédigé des mémoires sur les prépa talents, comment mieux améliorer le dispositif, comment renforcer aujourd'hui l'égalité des chances dans la fonction publique. On voit aussi que ces anciens étudiants sont très attachés à ce dispositif, que c'est vraiment un dispositif qui leur tient à cœur et qu'ils ont envie de porter ce dispositif et de le faire connaître parce qu'ils ont réussi à entrer dans la fonction publique grâce aux prépa talents. Donc on peut que saluer leur travail et puis bien évidemment souhaiter une pleine réussite à ceux qui préparent les concours administratifs comme nous. Bien sûr, c'est le but de ce podcast, c'est aussi de contribuer à ce qu'ils puissent réussir
dans les meilleures conditions possibles les concours à venir. Et donc on va enrichir ce podcast d'une dimension conseil dans une partie 3 où vous allez un peu revenir sur des conseils à donner à nos auditeurs. Partie 3 sur les conseils. Noé, comment on entre en classe prépa talent ? Quels conseils tu peux donner à nos auditeurs, futurs candidats des classes prépa talent ? Je dirais qu'on est souvent attiré par l'idée de servir l'intérêt général, on est motivé à rentrer dans la fonction publique, mais souvent ça reste assez abstrait et pour moi y compris, il a fallu vraiment transformer ce que je pouvais ressentir en projet derrière, projet professionnel avec des mots assez concrets. Et faut essayer de se projeter dans quel type de métier on aimerait exercer, mais aussi dans quel milieu. C'est un conseil que j'avais reçu. C'est à la fois une double dimension. Dans la fonction publique, c'est tellement large. Il y a différents métiers, comme Yacine l'a rappelé tout à l'heure, mais il y a aussi différentes politiques publiques. Et donc, je pense que c'est une réflexion qui m'a été assez utile, de se dire, est-ce que j'ai plutôt envie d'être un spécialiste de telle ou telle matière ? Et ensuite, est-ce que j'ai envie de travailler dans tel environnement, auprès de telle administration ou au sein de telle politique publique ? Et je pense que ça peut être pas mal pour des candidats de se projeter concrètement, savoir qui a la compétence de quoi, savoir qui travaille dans quelles conditions, dans quel cadre. Et ça, le mieux, je pense que ce qui m'a été le plus utile, c'est d'échanger tout simplement avec des gens qui travaillent dans l'administration, quel que soit leur niveau d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que c'est, quel type de fonction on exerce à la sortie de ces écoles de service public, et que ces écoles de service public sont qu'un moment, qu'un passage, et souvent on a du mal quand on est étudiant à se projeter dans l'après. On a l'impression que parfois le concours c'est la finalité, alors que je pense que ce n'est que le début, peut-être que Yacine le confirmera. Je te rejoins tout à fait. Bien sûr, il y a à la fois la possibilité de faire des stages aussi pour se rendre compte de ce que fait un directeur de cabinet en préfecture, par exemple, ou un secrétaire général et les distinctions. Et aussi le fait qu'il ne s'agit pas d'intégrer l'INSP ou l'INED comme une finalité, mais vraiment que c'est qu'un passage, effectivement, de formation pour ensuite réaliser sa carrière professionnelle qui durera beaucoup plus longtemps, on le souhaite, on l'espère, que les 1 an et demi, 2 ans de formation en école. Oui, tout à fait. D'ailleurs, souvent les élèves qui sont dedans parlent d'école d'application. C'est qu'il y a il y a une forte dimension pratique d'appliquer les conseils, d'être en stage, de pratiquer, que d'une école de formation. Ce ne sont pas vraiment des écoles de formation. Les écoles de service public aujourd'hui, le recrutement, les compétences, elles se font en amont. Lorsqu'on prépare les concours, on apprend énormément de choses concernant les finances publiques, les questions de droit public qui vont se poser lorsque demain on devra prendre une décision. Et elles se font ensuite à la sortie, les premiers postes, de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai pu en échanger avec les étudiants fonctionnaires. La formation, elle se fait durant les premières années. On acquiert une compétence, une expertise. Et donc, en effet, ce ne sont pas des écoles de formation au sens universitaire. Et alors, sur les classes prépa talent, est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être Yacine, comment se déroule l'oral, l'admission ? Puisque sans doute, ça doit être différent en fonction des classes prépa talent, mais il y a des piliers, des bases communes. Oui, bien sûr. En général, un oral dure entre 20 et 30 minutes. Et ce qui est vraiment apprécié par le jury de sélection, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le potentiel du candidat à réussir des concours administratifs, sa motivation et son parcours. Donc bien évidemment, montrer qu'on est quand même intéressé par l'action publique, par le fait de servir l'intérêt général. Moi, ce que je peux conseiller aussi aux futurs étudiants en prépa talent et à ceux qui sont intéressés, c'est vraiment aussi d'essayer de montrer ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui à l'action publique, compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés, et en fait d'avoir un peu une vision en tant que futur fonctionnaire, une vision de la fonction publique, des enjeux de l'État, de comment aujourd'hui on peut répondre à certains défis, et il y en a de nombreux. Bien évidemment, la question de la transition écologique, de la transition numérique, de la prise en compte de l'intelligence artificielle, de la lutte contre le terrorisme, des questions autour du pacte républicain, de la cohésion sociale. C'est une vision qui est attendue par les étudiants en prépa talent pour préparer les concours administratifs et de cerner d'ores et déjà leur potentiel. Revenir aussi peut-être un peu sur comment se déroule un oral type dans le cadre d'une sélection pour entrer en prépa talent. Je sais que la majorité en fait, des responsables pédagogiques et des jurys de sélection testent en fait des questions sur le parcours du candidat.
sur ses stages, puisque c'est quand même valorisé d'avoir fait des stages, et puis sur de la culture administrative aussi. Si on est intéressé par les questions et si on est intéressé pour exercer des missions au sein du ministère de l'Éducation nationale, connaître les principales directions, par exemple, de ce ministère, je pense notamment à la DGESCO, si on souhaite travailler la direction générale de l'enseignement scolaire, si on souhaite travailler au sein des ministères économiques et financiers, avoir des grandes masses financières pour être crédible lors de l'oral. Merci pour ces explications sur les épreuves pour entrer en classe prépa talent. Je profite de t'avoir, Yacine, au micro. Peut-être des conseils plus généraux sur les concours écrits, oraux. Toi qui as réussi le concours Désira d'abord, puis le concours de l'ENA quelques années plus tard. Quels conseils tu peux nous donner là-dessus ? Alors ça va être des conseils qui sont souvent donnés. Je vais peut-être me répéter par rapport aux entretiens que tu as pu avoir dans le cadre de ce podcast, mais commencer par le fait d'être organisé, d'être très organisé. Les concours sont en fait des périodes extrêmement exigeantes, de ne pas s'éparpiller. Et c'est un risque aujourd'hui avec la masse d'informations à notre disposition. Donc c'est vraiment d'essayer de ne pas s'éparpiller et d'avoir en fait des plannings de travail raisonnables, puisque le risque c'est aussi d'avoir des plannings de travail qui sont juste impossibles à tenir. Donc des plannings de travail raisonnables, de se contenter d'avoir le bouquin qu'on préfère, sur lequel on préfère travailler, et de s'y tenir, plus ses cours. Je trouve que c'est suffisant. Si on maîtrise déjà le livre, l'ouvrage sur lequel on travaille en fonction bien évidemment des matières et les cours, je trouve que c'est suffisant. De s'intéresser bien évidemment à l'actualité, d'avoir une hygiène de vie équilibrée, puisqu'on compare souvent la préparation des concours aux entraînements de sportifs de haut niveau, mais c'est vrai que c'est une comparaison, en tout cas moi j'y crois, c'est-à-dire que c'est exigeant, donc il faut être à la fois bien dans ses baskets, continuer à avoir une vie équilibrée aussi, voir ses amis, parce que se couper de tout pendant 1 ou 2 ans, ça peut être aussi très délicat ensuite en termes de santé mentale. Donc j'invite aussi les personnes qui préparent les concours à continuer à avoir une vie la plus équilibrée possible. Et puis après, en fait, être vraiment, se dire, puisque c'est quand même exigeant, mais se dire aussi pourquoi je prépare des concours administratifs. Comme l'a dit Noé tout à l'heure, c'est pas juste en fait avoir un concours, c'est après les perspectives que ça laisse, et ça permet d'être davantage motivé pour les révisions qui peuvent être intenses. Je rejoins tout à fait Yacine pour ces conseils concours, et bien sûr, comme tu l'as mentionné, on peut aller aussi écouter les épisodes entretiens que j'ai pu mener avec les différents fonctionnaires, et aussi les épisodes focus concours ou comment réussir sa classe prépa talent. Est-ce que vous avez un dernier mot, le mot de la fin, avant de clôturer cet épisode ? Noé ? On espère tout simplement qu'il y aura de plus en plus de candidats à ces classes prépa talent qui demain seront conscients et acteurs au sein des fonctions publiques. Et moi et mes camarades y compris, je l'espère. Et en termes de conclusion, te remercier David pour ton invitation, remercier aussi Noé en sa qualité d'ambassadeur, remercier mon équipe qui est hyper engagée, que je salue, parce que c'est un vrai plaisir aussi de travailler avec des gens engagés sur les politiques publiques qu'on porte, les responsables pédagogiques, les étudiants présents dans le cadre des groupes de travail, les associations aussi. Et je souhaite pleine réussite aux étudiants des prépa talents pour leur préparation au concours administratif. Et on espère que ce podcast aura permis d'informer aussi des étudiants et d'orienter des étudiants vers les prépa talents. C'est un objectif partagé. Merci beaucoup pour votre temps, qui en plus, je le mentionne, sur un jour férié et qui coûte une journée de préparation à Noé. Et pour toi, Yacine, c'est quand même... on est sur à la fois le temps de repos, mais en même temps, tu travailles aussi d'une certaine manière. Mais en tout cas, un réel plaisir. Et j'invite aussi tous les auditeurs à découvrir la chaîne Ambition Publique sur les autres épisodes et à se renseigner sur le portail de la fonction publique pour trouver toutes les informations sur les classes prépa talent notamment. Merci à vous. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, et surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.